Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que, nous ne sommes pas tout seuls. Comme tous les jours, nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Christophe Madrol. C'est marrant ce petit tour de lassitude que vous dites, que vous avez en donnant mon prénom. Vous savez que je suis en train de parler là. Oui, mais je vous interromps en disant, c'est quoi ce petit ton de lassitude quand vous dites Françoise Degois? Mais je vous interdis de l'interrompre. Je n'ai pas fini. Je voulais souhaiter la bienvenue à nos éditeurs. Donc voilà, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Il n'y a jamais Avani Françoise ici. Allez, tout de suite. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Antoine Mazer. Bonjour Antoine. Comment allez-vous? Ça va. Grande inquiétude ce soir à Marseille et sur les réseaux sociaux aussi, à quelques heures d'affronter les Allemands de l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Le hashtag OM Francfort est en tendance sur Twitter depuis hier, mais pas forcément pour parler de football. Et oui, la présence de ces supporters allemands inquiète fortement les autorités, mais surtout les Marseillais. Souvenez-vous, la semaine dernière, les affrontements entre les supporters de Cologne et de Nice avaient fait un petit peu le tour de la planète. Officiellement, ce soir, il y aura plus de 3300 billets vendus aux Allemands. Mais les autorités craignent que ces supporters ne soient entre 8 et 10 000. Ils sont d'ailleurs en train d'arriver en ce moment aux abords du stade Vélodrome. Rudy Mada, secrétaire Alliance Police des Bouches-du-Rhône, était l'invité de Parlons Vrai chez Bourdin ce matin et craint ce phénomène de groupe. Écoutez. Il faut savoir qu'un match de foot, vous avez des groupes de supporters. Et quand vous êtes en groupe, vous êtes un petit peu moins intelligent que quand vous êtes tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un effet de masse, il y a un effet de meute. Et quand ils arrivent à 300, il suffit que deux fadas devant disent on va leur foncer dessus pour se battre avec eux, mais vous savez quoi, les 200 autres vont les suivre. Je suis Marseillais, j'adore l'OM, j'aime le ballon. J'ai 2 enfants, je vous le dis, je n'irai jamais à un match ou comme ce soir, parce que je veux préserver mes enfants, parce que j'ai pas envie qu'ils se retrouvent au milieu de gaz lacrymogènes, parce que j'ai pas envie qu'ils se trouvent au milieu de bagarres. Donc on rend service à personne en faisant venir ces supporters-là. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi, a quand même appelé au calme en conférence de presse hier et rappelle que ce match doit d'abord rester une fête. On sait que ça va être un match aussi qui est attendu par nos supporters parce que déjà le retour en Ligue des Champions à l'Orange Vélodrome, on sait que ça va être très important pour eux. On sait qu'ils vont être là pour nous pousser. En tout cas, moi j'ai pleinement confiance en eux. J'espère qu'il n'y aura vraiment pas de débordement comme il y a pu avoir le match Nice-Cologne. En tout cas, moi je sais que nos supporters vont très bien se comporter comme ils l'ont fait depuis un bon moment. Mais voilà, ça va être une fête, c'est un match Ligue des Champions, c'est une fête du football et on va être nous en tout cas concentrés à ce qu'on a à faire sur le terrain et on sait très bien qu'ils vont être là pour nous pousser et pour nous aider à ramener les 3 points. Alors quelques jours après le fiasco niçois et un peu plus de 3 mois après la gestion déplorable de la finale de la Ligue des Champions, la France serait bien inspirée enfin de gérer un afflux de supporters étrangers sans débordement. Mais même dans ces circonstances, certains tweetos gardent une touche d'humour et se rappellent du commissaire Gibert dans le film culte Taxi, qui est le seul, lui, à pouvoir gérer les Allemands. Ils vont pas avoir le temps de visiter Marseille, les chleux. Ce soir, ils sont au panier, demain, je les renvoie dans leur pays par wagon spécial. Eh bien, justement, j'aimerais bien que cette histoire ne se termine pas en règlement de compte franco-allemand. La guerre est finie, mon petit Gibert. Ah, mais tout à fait. Alors, monsieur le ministre, alors là, je comprends très bien. Ce sont des malfaiteurs comme les autres, ils sont traités comme tels. Mais... Alors, il faudrait peut-être ne pas commencer à les traiter de chleux, par exemple. Moi, j'ai dit chleux. Bah oui. Et voilà. Et il y a aussi le tendinite en tendance sur Twitter depuis 2 jours. Il est en rapport avec le reportage de complément d'enquête sur le business des influenceurs qui a beaucoup fait couler d'encre, Antoine. Et oui, plus de 30 000 tweets en 2 jours pour ce hashtag qui a fait le buzz sur Twitter. Et notamment un extrait qui a enflammé la tweetosphère où l'on voit le journaliste Tristan Ouellet de complément d'enquête confronter notamment son invité Magali Berda, surnommée la papesse de la télé-réalité, au fait qu'elle ne se serve pas réellement au quotidien de tous les produits qu'elle recommande sur ses réseaux sociaux. Pourtant, avec conviction à ses abonnés, elle va prendre l'exemple d'une montre connectée dont elle a fait la publicité. Écoutez l'extrait qui a fait le buzz. On me reproche, je suis un peu victime de ça, mais je le fais quand même, c'est que je suis en totale transparence dans ce que je fais. Transparence, mais parfois, là, vous faites croire que vous utilisez cette montre alors qu'en fait, vous l'avez jamais portée. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je la porte pas? Vous l'avez portée? Oui, je l'ai déjà portée, bien sûr. La montre connectée, je l'ai déjà portée, bien sûr. J'ai une tendinite au bras. J'ai une tendinite. Voilà pourquoi le hashtag tendinite. L'excuse de Magali Berda, une formule brute de décoffrage qui a fait beaucoup rire les téléspectateurs de complément d'enquête. Mais il y a aussi un extrait du reportage qui a fait moins rire les auditeurs, les internautes. Près d'1 million de vues sur cet extrait lorsqu'un jeune influenceur évoque notamment sa relation avec ses impôts. De l'argent, du soleil, mais pas seulement. À Dubaï, le paradis est aussi fiscal.
tu as un business qui marche, tu es content de travailler parce que tout ce que tu fais, ça vient pour toi et tu donnes rien aux autres et ça te motive encore plus. Tu te lèves le matin, tu as la hargne, quoi. Zéro impôt. Zéro impôt, voilà. Ça joue aussi au fait qu'on est venu ici, bien sûr. On va pas se le cacher. Zéro impôt, voilà, pour aller à Dubaï. Est-ce que les vraies voix, voilà, ça vous donne envie d'aller à Dubaï pour pas payer d'impôts? Non, c'est pas vraiment le genre. Merci Antoine Mézère. Mais justement, est-ce que on n'arrête pas de parler des entreprises ou des gens qui cachent de l'argent à l'extérieur? Est-ce que influenceur c'est un nouveau métier? Et est-ce que c'est un métier pour lequel on doit payer ses impôts en France? Et pour aller cacher de l'argent, ma chère Cécile, il faut en avoir déjà. Oui, ça, deuxième élément, le hasard a fait que j'ai écouté chez Hanouna cette influenceuse, si c'est bien la même, j'ai été très défavorablement impressionné, quoi. C'est une volubilité dans laquelle il n'y a rien, quoi. C'est hallucinant. Alors pour le reste, je ne maîtrise pas bien ces sujets. Je n'imagine pas qu'on puisse être influencé par une personnalité comme elle. Mais ça arrive. Vous avez regardé le reportage, pardon? Non, j'ai pas regardé. Hier soir en replay, j'ai été hyper choqué. J'ai pas regardé, mais bon, moi j'aime beaucoup la question de Cécile parce que c'est ça le vrai sujet. Est-ce qu'un nouveau métier est en train de naître? Et j'ai la réponse est oui. Et même si on a le sentiment que c'est un petit peu indigent ce qu'elle raconte, la réalité c'est que ces gens-là ont une influence extraordinaire sur la jeunesse. Et donc c'est bien aussi d'essayer de comprendre pourquoi. Sûrement. Et ils gagnent des centaines de milliers d'euros. Bien sûr, mais regardez les Kardashians par exemple. Kim Kardashian, c'est l'exemple le plus crucial. Mais je veux dire par là que c'est assez intéressant de voir par quels médias, par quels canaux maintenant la jeunesse est influencée. C'est beaucoup moins la radio, beaucoup moins la télé et beaucoup plus les influenceurs. Donc c'est important aussi de discuter avec les influenceurs. Christophe Madron, vous qui êtes Marseillais, vous rêvez de faire les Marseillais à Cancun par exemple? Non, mais pas du tout. Mais moi, en plus, j'ai une fille. Je vous verrais bien pourtant. Vous savez, j'ai une fille de 18 ans qui s'est mis du botox dans les lèvres, qui rêve d'être influenceuse. Et elle a raison. C'est une horreur. En tant que père, c'est une horreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune accroche. Parce que tu les pousses à faire des études, tu les pousses à ouvrir un livre, tu les pousses et ils te répondent. Encore hier soir, je me suis pris la tête avec ma fille quand je lui ai donné un livre, Philippe. Elle m'a dit, mais pourquoi faire? Ça sert à rien. Moi, je veux gagner de l'argent. Et je m'installais à Dubaï, le nouvel Eldorado. C'est l'image qu'on donne aux gamins aujourd'hui. Et j'ai vu le reportage, Philippe, comme toi, ça m'a fait peur. Parce que le niveau de réflexion et de critique égale à 0. On se rend compte aujourd'hui que ces gens viennent de nulle part et iront nulle part. Alors nous, on parle à la radio très bien, mais les gamins qui sont sur leurs réseaux sociaux à eux, ils n'ont aucune information réelle. Il y a un rapport pardon, je vous coupe, à la fiscalité aussi. C'est-à-dire que ce sont des Français qui partent habiter à Dubaï, qui sont payés par des sociétés françaises pour pouvoir faire la promotion de leurs produits, finalement avec de l'argent qui traverse le monde sans jamais... Parce que c'est le monde qui est comme ça. Je pense que vraiment, pour cette génération-là, le monde est un petit jardin. C'est-à-dire qu'on part s'installer à Dubaï comme avant, on partait s'installer à Strasbourg. Enfin, c'est plus un sujet. Voilà, on est libre. Moi, je te trouve très sévère sur la capacité ou pas à réfléchir de cette jeunesse-là. Elle réfléchit différemment de nous, mais elle réfléchit, voilà. Là où je rejoins Christophe, tout de même, tu as une pensée dominante dans une sorte de jeunesse, c'est le fric. Je veux dire, moi, je ne suis pas du tout hostile à l'appétence de l'argent. On n'en a jamais assez, de mon point de vue. Mais à côté de cela, il faut d'autres choses. Et j'ai parfois l'impression que c'est une passion exclusive chez certains. Eh bien, moi, je te dis ça. Peut-être qu'il y a cet aspect-là, genre je frime, je suis à Dubaï, etc., dans des paysages de rêve. Mais il y a aussi un autre aspect qui est que cette génération-là, en grande partie, elle ne veut plus consacrer sa vie au travail, à la carrière, etc. Elle veut consacrer sa vie à autre chose et pas forcément au fric. Mais c'est pas le sujet, François, c'est ça un débat. Sérieux. Je vous demande de vous arrêter. Non, mais quand tu vois The Event, ils sont capables en un week-end, avec les streamers et des mômes qui font des dons de 5 € de récupérer 10 millions d'euros pour l'environnement. Franchement, moi, ça me sidère. Oui, mais c'est le côté. Un mot sur l'OM, Arnaud. Tu vois, j'ai reçu un SMS tout à l'heure de l'école de ma fille. Ils ont fermé l'école à 16h sur ordre du rectorat et de la préfecture à cause du match de football. Imagine, ma propre fille, qui a 5 ans, on la sort à 16h et non pas 16h30 parce qu'il risque des débordements. Et là, j'ai le mail du rectorat qui demande aux parents. C'est bien, ils protègent les enfants. Stop, on passe à notre grand débat.